Parlons du yoga. Parlons du yoga. On parle yoga? Laissez-moi vous parler du yoga. Parlons du yoga en tant qu'activité mentale. Le yoga utilise la psychologie comme l'approche fondamentale pour construire son système. Il s'agit d'examiner l'homme, son fonctionnement, pour soigner le psychisme et le mener à son salut. Car pour savoir comment arrêter les souffrances, sachant que ce n'est pas ce que nous vivons, mais plutôt comment nous réagissons à ce que nous vivons qui nous fait souffrir, eh bien, il faut d'abord comprendre comment le mental fonctionne. Autrement dit, si nous ne pouvons pas agir sur les aléas inévitables de la vie, nous pouvons agir sur notre manière de percevoir et vivre les choses. Patanjali nous dit « L'homme sage sait que tout est source de souffrance, car nous sommes soumis aux fluctuations du mental, à la douleur de l'impermanence et au conditionnement du passé. Néanmoins, la douleur à venir peut être évitée. Telle est la promesse que le yoga nous fait. Il s'agit donc d'abord de comprendre comment nous fonctionnons tous, puis d'étudier, d'observer notre fonctionnement personnel pour pouvoir agir dessus. La psychologie est définie comme la science du mental, du cerveau et du comportement. Diverses approches existent aujourd'hui concernant la psychologie. Celle le plus en lien avec ce qui nous intéresse ici pourrait être la neuropsychologie cognitive. Permettez-moi, pour plus de facilité, d'utiliser le terme de psychologie moderne pour parler de toutes les avancées scientifiques et différents domaines en lien avec la psychologie. Nous allons donc voir quelques analogies existantes entre le yoga, tel que décrit par Patanjali dans ses Yoga Sutras, et ce que nous dit la psychologie moderne, ou comment les avancées scientifiques d'aujourd'hui s'accordent avec ce que le yoga a compris depuis fort longtemps. Ce qui vous permettra de mieux comprendre l'intérêt des pratiques et comment les aborder pour dépasser les simples bénéfices physiques d'une pratique posturale, et comment le yoga nous propose de se débarrasser en profondeur de certaines choses ancrées en nous, sources de souffrance. Je vous rappelle que les Yoga Sutras de Patanjali, texte de référence du Darshana Yoga, résument ce qu'est le yoga, ses bases théoriques, son but et les moyens d'y parvenir sans trop de détails, les détails étant développés dans les Upanishads et autres textes de référence. Que nous dit la psychologie moderne? Essentiellement, que nous ne pouvons pas nous fier à notre mental. Ce que nous percevons n'est pas la réalité, mais le résultat de tout un processus mental. Du coup, notre compréhension, notre perception du monde et de nous-mêmes s'appuie sur des inférences qui sont souvent fausses. Le Sutra 8 du chapitre 1 des Yoga Sutras confirme « La pensée erronée est fondée sur une distorsion de la réalité. Car nous interprétons tout, en complétant les informations sensorielles qui nous parviennent avec nos expériences passées sans que nous le réalisions. Ainsi, notre système cognitif fonctionne en mode automatique. Tout le premier chapitre des Yoga Sutras consiste à expliquer ce qu'est le yoga ou comment calmer ces automatismes vus comme des perturbations responsables de l'agitation du mental. Le yoga est la cessation des fluctuations, des perturbations, pour ainsi dire des automatismes du mental, dit le deuxième sutra. Mais en quoi ces automatismes peuvent-ils être source de souffrance? Notons d'abord que toutes les activités mentales ne sont pas source de souffrance. D'après le Sankhya, la base théorique sur laquelle le yoga s'appuie, nous possédons tous une forme d'intelligence supérieure, exempte de ces automatismes,
à savoir Buddhi, une forme de pensée proche de notre niveau de conscience le plus élevé et qui peut s'apparenter avec ce qu'on appelle la superconscience, terme apparu à la Sorbonne au début du XXe siècle, justifiant les actes héroïques ou les artistes scientifiques de génie. La connaissance correcte, qui s'appuie sur la perception juste du monde via des déductions logiques et des références reconnues et prouvées, comme la mémoire capable de restituer une expérience sans la modifier, sont donc aussi des activités mentales qui ne sont pas source de souffrance, nous disent les Yoga Sutras. Mais la psychologie moderne nous explique, d'une part, que nous avons tous tendance à surestimer nos connaissances, qui ne sont la plupart du temps que superficielles. Et pire, que les gens qui en savent le moins sont en général les moins conscients de leurs lacunes. D'autre part, que notre mémoire n'est pas fiable, car nous déformons les faits, par association avec d'autres souvenirs, de par le fait que nous ne pouvons retenir que 7 informations maximum lors d'un événement. Autrement dit, devant trop d'informations, nous ne pouvons nous concentrer que sur certaines seulement, et passons donc souvent à côté de ce à quoi on ne s'attend pas. Mais aussi à cause de nos émotions, qui nous induisent en erreur. Nos émotions nous font juger à la hâte d'une situation, d'une personne, et l'emportent souvent sur un raisonnement logique et clairvoyant. Le contrôle émotionnel fait partie de la pratique du yoga. Autrement dit, c'est celle du détachement, appelé aussi lâcher prise, soit le fait d'accepter ce qui ne peut être changé, plutôt que d'être rongé par la colère, l'amertume, la tristesse, par refus de ce qui est ou a été. Précisons que votre corps ne connaît pas la notion de passé ou futur. Lorsque vous ressassez une expérience désagréable, vous faites revivre encore et encore à votre corps l'expérience en générant les mêmes hormones de stress encore et encore. On peut interpréter le Sutra 15 du chapitre 1 par le détachement est la pratique qui vous mène consciemment à prendre du recul. La psychologie moderne nous explique que lorsque nous ressentons une émotion, il s'est d'abord passé un changement physiologique dans notre corps, puis une interprétation influencée par le contexte, et enfin l'émotion émerge. Le changement physiologique, soit le déclencheur d'une émotion, est l'activation d'un réseau de neurones, autrement dit, l'activation d'une expérience passée mémorisée en lien avec d'autres, que notre cerveau interprète en y ajoutant nos conditionnements sociaux, culturels ou éducatifs et le contexte, fatigue, accumulation, effet de groupe, et cela crée une émotion plus ou moins puissante. En bref, par souci d'économie de nos ressources mentales et de rapidité, on se sert de ce que l'on sait déjà. Notre cerveau utilise des raccourcis mentaux qui ne sont pas toujours fiables pour déchiffrer une situation, pour juger ou prédire ce que l'on ne sait pas, ce qui peut nous induire en erreur. Une opinion n'est que la confirmation de nos croyances préalables. Pensez aux réactions négatives viscérales, au racisme, au manque de confiance aux autres, en soi, à la peur d'aimer. Toute l'activité mentale est influencée par ce qui s'y trouve déjà. Autrement dit, nos connaissances antérieures, apprentissage, mémoire et conditionnement sont un problème pour voir et comprendre les choses avec clairvoyance. Ils sont un obstacle au discernement. En yoga, on parle d'empreintes, les samskaras.
et de réactions ou pensées spontanées engendrées par ces empreintes, les vasanas, telles que désir ou aversion, tendance latente ou inclination. Le système récompense-punition, mis en évidence par la psychologie moderne concernant la manière dont nous créons une empreinte cognitive, est en lien avec le concept des vasanas. Récompense-punition, attachement, répulsion, désir, aversion, même chose. On parle en yoga de raga et de vesha, deux des kleshas, sources de souffrance. Il en est question dans le chapitre 2 des Yoga Sutras qui nous parle des moyens pratiques pour créer les conditions dans lesquelles ces empreintes ne nous affectent plus. Les sutras 7 et 8 nous disent « L'attachement est lié à la mémoire des plaisirs que vous avez pu avoir. L'aversion est liée à la peur de souffrir de nouveau. Le problème étant qu'un comportement, même gratifiant sur le moment, peut avoir un effet négatif sur le long terme. Cela se voit avec toutes les formes d'addiction. Achat compulsif, boulimie, chasse au like, jeux vidéo, pharmacodépendance, consommation d'alcool et autres drogues. Et que la peur de souffrir nous empêche de changer des situations qui nous font du mal, de se lancer dans des projets, de vivre pleinement. Le Sutra 10 du chapitre 2 précise « Lorsque les causes de souffrance sont légères, on peut les éliminer en développant leur contraire. Pensez à quelqu'un ayant peur des chiens après s'être fait mordre dans l'enfance, qui au contact d'autres chiens, développant une certaine affection pour eux, pourrait dépasser sa peur, comprenant son erreur de jugement. Le Sutra 11 dit « Si elles sont plus ancrées, elles peuvent être éliminées par les états de concentration. » Le yoga nous propose donc des pratiques pour contrôler nos réactions automatiques inconscientes, pour amoindrir l'influence de ces empreintes qui nous induisent en erreur, nous font prendre de mauvaises décisions, créent des conflits en nous et avec les autres, jusqu'à éventuellement effacer jusqu'au plus ancré. Et la concentration est le moyen d'y parvenir. Car pour reconnaître chez nous ces empreintes, leur influence sur nous, afin de s'en libérer, il va falloir faire preuve d'attention, devenir l'observateur de nos actions et réactions, autrement dit, s'observer soi-même, tel un témoin, sans affect, pour mieux se connaître. La voie du yoga est une démarche très personnelle, une quête de soi. Les textes nous expliquent comment cela fonctionne et les pratiques peuvent être mises en place pour reprendre le contrôle. Mais c'est à chacun de faire son travail, et personne ne peut le faire pour nous. Mais revenons sur la concentration. La psychologie moderne nous dit que nous sommes capables de répartir notre attention très largement, mais ce sera alors de façon superficielle, ou sur une seule chose, de manière vraiment efficace. La concentration sur un sujet unique de réflexion, et ce pendant un temps certain et sans interruption, est la définition des 4 premiers états de samadhi. S'il était besoin de préciser, la méditation n'est donc pas la cessation de toute forme de pensée, comme certains le pensent à tort, mais la cessation de l'agitation mentale, des empreintes qui pâlissent notre jugement, des pensées relatives à nos mémoires, apprentissages et conditionnements. C'est mettre en sommeil, le temps de la pratique, certaines zones de notre cerveau, ce qui permet d'amoindrir leurs influences et en éveiller d'autres. Se concentrer ainsi crée en nous un changement d'état d'onde cérébrale. Les ondes θ et gamma prennent le dessus. Dans le chapitre 1, les sutras 47, 48 et 50 confirment.
La maîtrise de cet état induit un état de paix et de clarté. Là est la connaissance de la réalité, porteuse de vérité. L'expérience vécue détruit les empreintes du passé et s'oppose à la formation de nouvelles empreintes. Pour arriver à cela, il nous faut donc travailler graduellement à augmenter nos capacités de concentration en se servant des pratiques proposées. Pour ceux, nombreux en Occident, qui découvrent la voie du yoga, cela commence souvent par la pratique posturale. On va donc d'abord apprendre à se concentrer sur le placement de nos mains, de nos pieds, de notre corps dans l'espace sur notre tapis. La mémorisation de séquences de postures, la recherche de l'alignement sont des aides à cela. Une fois cela acquis par la répétition, on portera son attention sur les micro-mouvements en nous, puis sur l'engagement des bandhas, l'intention du regard, la qualité de notre souffle. Ce sont des supports de concentration pour s'assurer d'être pleinement présent à ce que l'on fait, pleinement conscient, afin qu'aucune pensée issue de nos mémoires n'intervienne. Apprendre à se concentrer ainsi et être pleinement présent à ce que l'on fait sur le tapis, c'est par là même exercer son mental à ce que dans la vie de tous les jours, on fasse les choses avec plus de conscience, moins d'automatisme, comme écouter quelqu'un attentivement plutôt que deviner ce qu'il dit, apprendre de nouvelles choses plus efficacement, conduire un véhicule sans être distrait. Car, comme la psychologie moderne nous l'explique concernant nos réseaux neuronaux, soit les différentes empreintes liées entre elles par association, notre mental parfait certains réseaux en renforçant ceux que nous sollicitons le plus, ce qui affaiblit les autres, et qu'à force de pratiquer une activité, elle devient automatique. Donc, plus on s'entraîne à être concentré et pleinement présent à ce que l'on fait sur nos tapis, et plus on sait le faire en dehors. Car tous les automatismes ne sont pas néfastes. Et pour que nos pratiques posturales ne tombent pas dans le registre des automatismes néfastes, mais restent un terrain d'apprentissage équilibrant, et sachant, selon la psychologie moderne, que l'ajout d'une difficulté modérée permet un meilleur apprentissage, et que rester dans sa zone de confort n'éveille rien de nouveau en nous, mais peut au contraire renforcer certains automatismes néfastes, la pratique se doit d'être toujours suffisamment challenging sans être inaccessible, avec, si besoin, l'adjonction régulière de nouvelles postures. Mais en quoi se concentrer ainsi sur notre pratique posturale peut nous permettre d'apprendre sur nous-mêmes ou d'éliminer nos souffrances psychiques? S'observer, agir et penser sans se juger, autrement dit, sans éveiller le sens de l'ego, les émotions ou comparaisons, est une pratique à part entière. Si dans la vie de tous les jours, abreuvé d'informations de toutes parts, en interaction avec l'environnement, il peut paraître de prime abord difficile de s'observer de manière impartiale pour chercher à comprendre nos propres mécanismes, la pratique posturale offre l'opportunité de le faire. Les parallèles psychologiques entre ce qu'il se passe sur votre tapis et la vie hors du tapis peuvent être nombreux. La pratique des yamas et niyamas, les deux premiers piliers du yoga, comme aide à la réflexion, peuvent alors être utilisés pour ce faire. Par exemple, ahimsa, la non-violence. Observez si vous avez tendance à pousser votre corps au-delà de ses limites, ou si vous faites preuve de trop de complaisance. Si vous confondez persévérance et adhésion aveugle en vous forçant à pratiquer malgré le manque de sommeil, la douleur,
Puis, hors du tapis, demandez-vous d'où cela vient. Pourquoi vous le faites? Ashteya, la non-convoitise. En classe collective, avez-vous besoin d'interrompre le cours? De poser une question pour attirer l'attention, consciemment ou inconsciemment? Regardez-vous la pratique de votre voisine en vous comparant? Sausha, l'hygiène. Observez l'incidence de votre régime alimentaire sur la qualité de votre pratique. Santosha, le contentement. Observez votre réaction les jours où vous jugez que votre pratique n'est pas si belle. Vous entêtez-vous sur une posture au risque de vous blesser plutôt que vous satisfaire de toutes celles qui vous sont accessibles? Tapas, l'effort soutenu. Laissez-vous vos mauvaises habitudes reprendre facilement le dessus? Votre pratique est-elle irrégulière? Vous en voulez-vous pour cela? Il s'agit d'observer votre tendance à vous faire souffrir, à engendrer des émotions qui vous perturbent. Dès que vous vous apercevez de vos travers, ils perdent leur emprise. Allez fouiner dans vos mémoires pour comprendre d'où ils viennent, leurs origines, c'est de cela dont il s'agit. Ainsi, vous devenez plus indulgent avec vous-même et avec les autres, et le changement devient possible. Vous êtes bien plus que l'histoire que vous vous êtes racontée sur vous-même. Aussi, parce que la qualité de votre respiration va de pair avec la qualité de votre activité mentale, le souffle durant la pratique posturale se devra d'être contrôlé, stable et serein. Mais la pratique posturale n'est pas à proprement dit la pratique d'un état de concentration avancé, de ceux qui peuvent permettre de profonds changements cognitifs. C'est un tremplin, une porte d'entrée qui calme l'agitation du mental un temps, nous met sur la voie de la concentration, de la conscience du souffle et de soi, et permet une meilleure circulation énergétique en vous, nous débarrassant de certains nœuds psycho-affectifs qui peuvent créer des maladies somatiques, et freinent l'élévation de notre conscience. Mais ce n'est pas de la méditation à proprement dit. Vous me l'accorderez. Notre attention ne peut être totale pendant la pratique posturale. Dans un cours guidé, nous restons attentifs à la voix de l'enseignant. Nos sens perçoivent encore ce qui nous vient de notre environnement. Mais surtout, nous sommes dans l'action, dans le faire plutôt que dans l'être. Et le risque est grand de voir l'ego reprendre le dessus, avec l'acquisition de nouvelles capacités physiques par exemple. Pour travailler en profondeur sur notre mental et le contrôle émotionnel, le yoga propose des pratiques où nous ne sommes plus dans l'action, n'avons plus d'informations à traiter, afin de ne pas éveiller les automatismes du mental et de ne pas créer de nouvelles empreintes le temps de la pratique, moyen sûr, d'après le yoga, d'en effacer d'autres. Pour cela, il faut commencer par se couper du monde environnant. La psychologie moderne nous dit que nos sens sont notre première source d'information sur notre environnement. Le Samkhya nous avertissait déjà de cela il y a 2000 ans. Les 5 sens sont appelés Gyanendriya, les moyens de connaissance. Pour ne plus recevoir d'informations du monde extérieur, nous devons donc cesser l'action des 5 sens, ce qui s'appelle pratyahara. C'est le 5e pilier du yoga selon Patanjali, le retrait des sens, autrement dit, l'intériorisation. Le Sutra 55 du chapitre 2 confirme, par la maîtrise parfaite des sens, l'intériorisation est complète. Avant de pouvoir se poser dans une assise, à pouvoir se concentrer sur un sujet unique, sans distraction, pendant un temps certain, on va apprendre à se poser sans rien faire d'autre qu'observer son souffle, jouer avec,
et observer la nature des pensées qui viennent perturber notre concentration, l'écart de temps entre chaque pensée, les sensations. On observe, on s'observe. C'est la pratique du pranayama, 4e pilier du yoga selon Patanjali, qui peut vous mener aux états de concentration avancés, autrement dit aux états propres à la méditation, que sont les 3 derniers piliers du yoga selon Patanjali, à savoir dharana, dhyana et samadhi, des états graduellement de plus en plus concentrés. La psychologie moderne pointe la responsabilité de notre système nerveux autonome sur notre santé physique et mentale. Le système nerveux autonome se compose de 2 circuits, telle une paire d'opposés. Avec d'une part le système nerveux parasympathique, gérant nos capacités à la détente, à la récupération, et d'autre part le système nerveux dit sympathique, gérant l'action, l'accélération du rythme cardiaque. Il est en lien avec le stress. En gros, ces 2 systèmes collaborent pour veiller à ce que notre corps réagisse de façon appropriée. Autrement dit, le besoin d'équilibre entre les 2 est responsable d'une homéostasie saine. Le problème est que nos sociétés nous poussent, pour diverses raisons, à ce que le système nerveux sympathique soit dominant, au même titre que notre hémisphère gauche analytique, ce qui crée nombre de déséquilibres et donc de souffrances. Ce concept correspond au concept issu du Sankhya, celui des gunas, avec comme paire d'opposés Rajas et Tamas devant s'équilibrer, s'effacer, pour laisser l'harmonie, la connaissance, Sattva, dominer. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai déjà dit dans le podcast précédent concernant la pratique posturale comme activité physique, mais allons plus loin. Pour le yoga, les 3 gunas s'expriment à divers niveaux. Rajas, soit l'énergie propre au système sympathique, est symbolisée par le méridien énergétique appelé Pingala. Et Tamas, soit l'énergie propre au système parasympathique, est symbolisée par le méridien appelé Ida. L'équilibre des 2 mène à l'élévation de la conscience, autrement dit, à la montée de l'énergie dans la Sushumna, le méridien sattvique, qui pourrait être pour certains en lien avec le liquide rachidocrânien. Pingala est en lien avec notre hémisphère gauche, autrement dit avec nos capacités analytiques, le langage verbal, notre appréhension du temps et de l'espace. Et Ida est en lien avec notre hémisphère droit, autrement dit nos capacités intuitives, d'empathie, de lecture des langages non-verbaux. Et cela va plus loin encore avec la science des svaras qui justifie l'importance du pranayama. Pingala étant lié au souffle de notre narine droite et Ida étant lié au souffle de notre narine gauche. Les pratiques de pranayama vont s'articuler autour de ces concepts. Par exemple, la respiration alternée cherche à équilibrer l'activité de ces 2 opposés, autrement dit l'activité de nos 2 hémisphères et du système nerveux autonome. Chandra Bedana sera pour calmer l'énergie propre à Pingala, soit l'agitation propre à Rajas. Surya Bedana pour calmer l'énergie propre à Ida, soit la lourdeur propre à Tamas. Les rétentions du souffle, effectuées dans le bon état d'onde cérébrale, peuvent mener à l'arrêt de l'activité dominante des 2 hémisphères, et vous plonger ainsi dans une méditation profonde, une enstase. À noter que les états de méditation avancée s'établissent lorsque le souffle est égal entre la narine droite et la narine gauche. Si vous y prêtez attention, vous réaliserez que la plupart du temps, vous ne respirez principalement
que d'une narine, en fonction de ce que vous faites ou de l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez. En écrivant ces mots, ma narine droite est plus ouverte. Si je me mets à contempler le ciel, ce sera la gauche. Si vous souhaitez vous endormir, il faudra mieux que votre narine gauche soit plus ouverte. Si vous cherchez à convaincre quelqu'un, à faire signer un contrat, il vous faudra avancer vers lui avec une narine droite plus ouverte. Telle est la science des Svaras. Les pratiques de pranayama peuvent avoir un réel impact sur vous. Au même titre que la pratique posturale, il faut s'y entraîner régulièrement. Et plus vous y passerez du temps, plus cela aura un impact. Le Sutra 27 du chapitre 2 dit « La connaissance de celui qui pratique devient graduellement sans limite. » Si le pranayama n'est pas proposé autant qu'il le devrait, c'est avant tout parce que nous sommes conditionnés à vivre dans l'action constante. Et c'est tellement ancré en certains que se poser à ne rien faire semble pour beaucoup une perte de temps. Et beaucoup pensent simple le fait de se concentrer ainsi, ne voyant donc pas du coup l'utilité à le faire. Alors si vous n'avez jamais tenté, essayez au moins et constatez par vous-même. La pratique posturale peut permettre une première élévation du niveau de conscience qui permettra de retirer quelques voiles, d'éclairer le regard et ainsi d'éveiller la compréhension et l'intérêt d'aller plus loin. Si une petite voix vous dit qu'il serait bon d'installer une pratique de pranayama, écoutez-la, c'est bien plus simple qu'il n'y paraît. Évidemment, nous n'avons pas tous besoin de travailler sur notre mental en profondeur, ou avec la même intensité. Nous n'avons pas tous des souvenirs refoulés, des blessures émotionnelles que nous tentons d'ignorer, des symptômes somatiques. Nous ne ressassons pas tous en permanence des souvenirs qui créent en nous des émotions négatives. Nous ne sommes pas tous en souffrance. Du moins à des degrés différents. La psychologie moderne, comme avec l'étude de la psychologie positive, nous explique que nous ne sommes pas tous égaux, qu'il y a des personnes plus nerveuses que d'autres, que certains ont une biochimie plus avantageuse que d'autres à voir les choses positivement, à avoir un mental plus stable, une capacité à la concentration plus aisée. Le Sutra 19 du chapitre 1 confirme même que certains êtres peuvent entrer spontanément dans les états de concentration avancés, ils fusionnent avec le monde de la conscience sans besoin de pratique. Et s'il ne s'agit que d'obtenir un mental stable et serein, même les Yoga Sutras nous expliquent qu'il n'y a pas que la concentration ou le pranayama pour y parvenir. Les sutras 33 à 39 du chapitre 1 en parlent. L'amitié, la compassion, la gaieté, suivre des personnes inspirantes, faire l'expérience d'un moment de plénitude ou étudier nos rêves peuvent nous y mener. Mais si les sources de souffrance, les empreintes, sont profondément ancrées, les pratiques de yoga peuvent vous aider. Les grands méditants sont étudiés scientifiquement depuis longtemps. La méthode est efficace. À chacun d'adapter sa pratique à ses besoins. Yoga et psychologie moderne s'accordent. Plus vous comprenez le monde, vous-même et les autres, plus vous êtes serein. Reprendre le contrôle sur les automatismes qui nous desservent n'est pas chose aisée pour la plupart d'entre nous. Loin des images d'Épinal, des magazines ou d'Instagram, le chemin est solitaire. Il y a des hauts, des bas. Il faut du temps, de la patience, un effort soutenu. Mais petit à petit, les leçons apprises lors des pratiques se transposent à la vie de tous les jours. Quoi que la vie vous présente, le yoga vous accompagne.
La discrimination pratiquée de manière ininterrompue est le moyen de mettre fin à l'ignorance, source de toutes les souffrances. Une chose est sûre, si vous considérez la pratique du yoga comme une simple activité sportive, les bénéfices que vous en tirerez s'arrêteront à ceux d'une activité sportive. Mais si, conscient de tout ce qui vient d'être dit, vous utilisez les pratiques comme support à votre recherche, les leçons seront tout autres. Tout est question d'intention. Autrement dit, dans quel but pratiquez-vous? Mais l'ignorance n'implique-t-elle pour le yoga que ce qui est relatif au fonctionnement de notre mental et à nos empreintes? La libération implique-t-elle uniquement celle de nos conditionnements et automatismes? Pourquoi certains êtres n'ont-ils pas besoin de pratiquer? Nos mémoires les plus ancrées sont-elles toutes issues de notre enfance? Et qu'est-ce que la connaissance métaphysique? Je me suis gardée de vous parler de tout cela ici, car ce sera développé dans le prochain podcast, à savoir pourquoi pratiquer le yoga comme activité spirituelle.